Les études de médecine sont par essence très matérialistes. Hein. Oui. Il y a le corps, et puis quand le corps meurt, il n'y a plus rien derrière. Oui. Hein, on ne parle pas d'âme, évidemment, en médecine, ni ce qui peut arriver à la conscience après la mort. Donc j'ai été, oui, élevé dans un modèle très matérialiste, avec une appétence d'ailleurs pour des questions très matérialistes en psychiatrie, puisque c'est mon domaine professionnel. Au départ, je m'intéressais surtout à la classification, ce qu'on appelle la nosographie. Donc on met les malades dans des boîtes, on les classe en fonction des critères diagnostiques. Et puis aussi à la psychométrie, c'est-à-dire l'étude des qualités, des échelles de mesure de la psychopathologie. Par exemple, il y a des échelles de mesure de la dépression, de l'anxiété, de la schizophrénie. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dedans, beaucoup publié aussi dans des revues françaises ou même étrangères avec comité de lecture. Et ensuite, même mon orientation psychothérapeutique était assez classique. J'ai fait une psychanalyse personnelle, comme beaucoup de gens à l'époque. Donc c'est le modèle freudien classique qu'on nous enseignait, il n'y en avait pas d'autres d'ailleurs. Et puis quand même, après je me suis dit, il y a aussi le modèle comportemental qui est en train de naître, ou d'être connu. Donc j'ai fait une initiation et après un approfondissement des thérapies comportementales et cognitives. Et ça, c'était quand même un modèle différent de la psychanalyse. C'est un modèle qui est encore plus matérialiste et plus rationnel et plus classique, je dirais. Je suis allé aux États-Unis pour travailler sur l'utilisation des thérapies comportementales et cognitives chez les psychotiques. Et après, donc, j'ai écrit différents livres là, sur la réhabilitation sociale et psychotique, la psychothérapie cognitive des psychotiques, 2 livres. Tu étais chef de clinique aussi? J'étais, oui, praticien hospitalier. Donc j'étais d'abord interne, puis, je ne sais plus comment on appelle ça, PH, ensuite chef de clinique universitaire, et ensuite praticien hospitalier dans le service universitaire du professeur Marie Cardine. Oui, oui, tout à fait. Et donc au départ, j'ai beaucoup publié dans le domaine très classique de la psychiatrie. Et après, quand même, là où j'ai commencé à évoluer, c'est que je me suis dit, bon, bah, il y avait la psychanalyse, les thérapies comportementales, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les thérapies humanistes. Donc je me suis intéressé à la Gestalt. Donc Qu'est-ce que c'est que les thérapies humanistes? Eh ben, c'est toutes les, oui, alors c'est toutes les thérapies, c'est la troisième voie hein, par rapport à la psychanalyse et les thérapies comportementales et cognitives. C'est toutes les thérapies qui s'intéressent, à l'humain, mais dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire affective, cognitive, corporelle, comportementale, spirituelle, c'est Perls, hein, c'est Fritz Perls qui a créé la Gestalt, notamment, qui est une des principales, mais aussi Rogers, donc son approche centrée sur la personne, Maslow, enfin c'est tous des grands noms de la thérapie humaniste. En fait, c'est des gens qui vont aller directement au contact avec l'être, ils cherchent le contact direct. C'est finalement des thérapies de la conscience, puisque tout est bon à utiliser dans les thérapies, Gestalt thérapie par exemple. Contrairement à la psychanalyse par exemple, qui maximise le transfert et qui minimise le contre-transfert, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que le patient amène sa maladie, développe sa maladie avec le thérapeute, pour ensuite pouvoir intervenir dessus, c'est-à-dire maximiser le transfert du patient sur le thérapeute, et qui minimise le contre-transfert, c'est-à-dire le thérapeute doit être le plus neutre possible, le moins s'appliquer possible, le moins envoyer ses propres émotions ou stimuler ses propres émotions en face du patient. Au contraire, dans les thérapies humanistes, on cherche à minimiser le transfert, c'est-à-dire quand le patient commence à nous prendre pour son père, sa mère ou ce que vous voulez, on confronte ça tout de suite, on le met en jeu de rôle ou en psychodrame, ou on utilise le groupe pour que la personne choisisse son père ou sa mère dans le groupe et que le père et la mère réagissent différemment, et donc ça oblige la personne à se repositionner par rapport aux figures parentales intériorisées. Donc on minimise le transfert, c'est-à-dire on l'empêche de se développer, mais au contraire, on lui permet d'avoir une autre issue, de défaire les schémas cognitivo-affectifs précoces qu'on a forgé envers nos parents, puis qu'ensuite on transfère sur les autres qu'on rencontre plus tard quand on est grand. Là, au contraire, on le confronte et on le dissout. Et par contre, on maximise le contre-transfert. Là, le thérapeute, non seulement ne doit pas rester neutre, mais il peut engager toutes ses émotions, tout son être. Donc c'est beaucoup plus difficile pour le thérapeute. Il faut y aller avec les tripes, avec le cœur. Là, ça permet en fait d'avoir des thérapeutes vivants et audacieux, et qui utilisent toute la palette des possibilités humaines. C'est-à-dire qu'en psychanalyse, on n'utilise pas toute la palette. On est assis à côté, le patient est allongé, et il ne faut surtout pas le toucher, il ne faut surtout pas se mettre à parler de ses émotions, etc. Alors que là, c'est l'inverse. Oui. Donc c'est la troisième voie. Puis après, j'ai vu qu'il y avait aussi les thérapies systémiques qui s'étaient développées. Donc je me suis aussi formé aux thérapies familiales, systémiques. Systémique, oui. Oui, familiales. Voilà. Du coup, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Les bases de la psychothérapie, approche intégrative et éclectique ». Éclectique, ça veut dire qu'on peut se servir de toutes les méthodes possibles pour un seul patient, au lieu qu'un patient entre dans une école et ensuite subisse, entre guillemets, l'idéologie de cette méthode et n'ait le droit qu'aux techniques de cette méthode. Et bien là, il faut avoir accès à tout ce qui existe. Et on intégrait ça, c'est-à-dire que c'était pas non plus un bazar, un inventaire à la Prévert où on faisait un peu tout et n'importe quoi sans contrôle. Non, il y avait des concepts intégratifs, par exemple le concept de relation d'objet intériorisé ou de schéma cognitif dysfonctionnel précoce.
C'est-à-dire qu'il y avait des concepts qui permettaient d'utiliser toutes les interventions en gardant quand même une cohérence, en étant au cœur du problème pour la personne. Donc en fait, moi j'appelle ça des thérapies non procustéennes. Pourquoi? Parce que dans l'Antiquité, Procuste, il invitait ses hôtes dans un lit, et si ce qui dépassait du lit, il le coupait, ou si jamais la personne n'était pas à la taille du lit, il le faisait étirer par des chevaux pour que ça aide. Donc c'était une image pour dire que les patients, souvent, ils arrivent avec leur personnalité, et on les coupe ou on les étire pour qu'ils collent au cadre de la méthode. Et si jamais la méthode ne marche pas, c'est qu'ils ont été résistants. C'est pas les bons patients. Alors que là, c'est l'inverse. C'est le lit qu'il faut adapter à la taille des gens. Donc c'est utiliser tout ce qui existe de possible dans le domaine des psychothérapies pour faire un soin sur mesure. C'était ça le principe des thérapies intégratives éclectiques. Ça, c'était ma première intégration, en fait. C'était de ce qui existait dans le monde visible, dans le monde un peu rationnel, être connu, et académique ou quasi académique. Voilà, mainstream. Voilà. Mais après, quand j'ai commencé à me former à l'EMDR, j'ai commencé à voir que les gens se mettaient en état modifié de conscience, et moi aussi d'ailleurs, et qu'il se passait des choses bizarres. Et ça m'a donné envie de me former à l'hypnose, parce que je me suis dit, oh là là, ils sont quasi en hypnose les gens, sans l'avoir cherché. Et en hypnose, il m'est arrivé, alors c'est là que tout a commencé, il m'est arrivé une expérience un peu extraordinaire au cours de la formation, on se faisait de l'hypnose les uns sur les autres, des exercices quoi. Et à un moment, pendant une après-midi entière, pendant chaque fois que je rentrais en hypnose, il y avait une entité angélique, enfin moi je l'appelle comme ça, dans le cas très aimante, très lumineuse, très douce et très bonne, qui était à côté de moi. Alors ça m'a fait bizarre parce que je m'y attendais peu tôt. J'étais en état d'auto-hypnose ou tu étais hypnotisé? Alors on s'hypnotisait entre nous à titre d'exercice, parce que dans les formations, on se fait sur soi-même, on se refait sur soi-même, ce qu'on fera plus tard sur les patients. Sinon on n'a aucune pratique. Aucune expérience de ce qu'on va faire. Donc on expérimentait. Et moi qui n'étais pas du tout dans ce trip-là, j'avais absolument pas réfléchi à ces choses-là avant, hein. Je me suis dit, waouh, c'est quelque chose de fou, quoi. Et pour te dire, quand je suis rentré chez moi, j'ai un chat noir d'ailleurs qui est toujours vivant. Il est venu vers moi, il ne le faisait jamais, hein. Il s'est mis contre moi, il a mis une patte sur mon cœur, il est resté pendant 3 quarts d'heure. Je lui dis, alors là c'est intéressant, parce que là on ne peut pas parler d'effet placebo ou de suggestion. À moins que mon chat soit tellement télépathe et intelligent, alors qu'il avait vu, saisi, vu à distance, vision à distance et tout, et qu'il a ensuite dit, bon je veux l'aider. Mais pour moi c'est mieux qu'une preuve humaine, quoi, une preuve animale, qui vient faire un comportement étrange, inhabituel, et vraiment en rapport avec mon état, quoi, si tu veux. Et alors du coup, je me suis intéressé aux anges gardiens, ou aux entités. J'ai lu le livre de Jovanovic, Enquête sur l'existence des anges gardiens. Et du coup, je me suis intéressé aux expériences extraordinaires. J'ai lu Groff, Quand l'impossible arrive, un de ses livres. Et dans le livre, enfin bref, je me suis intéressé au psychédélique. Le psychédélique, ça a ouvert au chamanisme. Et j'ai commencé à me former au chamanisme, et là, ça a ouvert au monde des esprits. Et là, il n'y a plus de bornes, plus de limites. Parce que je m'apercevais qu'en fait, c'était un seul et même domaine. C'est-à-dire, les états modifiés de conscience que tu obtiens par hypnose ou MDR, c'est le même domaine que la rencontre avec des guides ou avec des anges ou ce que tu veux. C'est la même chose que l'expansion de conscience ou psychédélique, c'est la même chose que les esprits que tu rencontres dans le chamanisme. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'on cloisonnait, on mettait des noms différents selon les cultures, les lieux, les époques, mais qu'en fait, il y avait un continuum de conscience et qu'on pouvait rencontrer les mêmes guides sous des formes plus ou moins différentes dans différentes expériences, c'est-à-dire psychédélique ou hypnotique ou chamanique, et qu'en fait c'est nous qui avions mis des bornes, qu'on s'était auto-imposé des bornes pour rencontrer ces guides, il faut que je fasse chamanisme, pour rencontrer, il faut que je suis... Non, c'est quand j'apprends à élargir ma conscience, tout devient possible. Il n'y a plus de limite temporelle, spatiale, et il y a une communication entre des mondes parallèles, invisibles, qui existent bel et bien, qui ont une existence autonome, une ontogénétique, c'est-à-dire qui existe en elle-même. Oui. Et donc là, ça rejoint ce que disent la plupart des praticiens maintenant en hypnose spirituelle, ils font des expériences chamaniques. Dans le chamanisme, tu fais des expériences spirituelles que tu as dans d'autres écoles. Donc, Sandra Ingerman, qui a écrit qui est très connue pour ses travaux sur le recouvrement d'âme, hein, qui fait partie de l'école néo-chamanique de la FSS Foundation for Shamanic Studies de Michael Lerner, elle dit maintenant les étudiants, ils ont de plus en plus de facilité à rentrer directement en contact avec les esprits sans même faire de voyage chamanique. C'est comme si les générations précédentes d'humains avaient créé dans la noosphère
ou dans les annales akashiques, ou dans, je ne sais plus comment on pourrait appeler ça aussi, dans les égrégores, des voies de passage avec les esprits, que maintenant, les nouveaux qui arrivaient, ils avaient de plus en plus de facilité directement à entrer en contact avec le monde spirituel. Et les chamans eux-mêmes disent, entre le monde des morts et le monde des vivants, il n'y a pas plus que l'épaisseur d'une feuille d'érable. C'est nous qui nous représentons qu'il va falloir faire des choses compliquées, très ésotériques, avec des initiations durant des années, en suivant bien le protocole rituel, qu'alors seulement on aura le droit. Mais non, ça peut être instantané quand on est dans la pure intention. Mais évidemment, quand l'esprit aussi en même temps est calmé et le cœur est ouvert. Ça, c'est des méthodes de préparation qu'on peut trouver dans le yoga, le qigong, la méditation, enfin tout quoi, toutes les méthodes qui permettent d'entrer en état élargi de conscience. Mais ça devient de plus en plus rapide. C'est-à-dire qu'après, il n'y a pas besoin de faire 1 heure de méditation pour entrer dans un état de conscience modifié, quoi. 5-10 minutes suffisent. Les gens commencent à comprendre que c'est tout un monde qui dépasse largement le petit moi, qui les attend avec bienveillance, qui est prêt à coopérer. Est-ce qu'on peut revenir peut-être brièvement sur cette expérience où tu dis avoir vu des entités, peut-être des entités angéliques? Est-ce qu'il y a eu un échange? Est-ce qu'il y a eu un contact? Ça a duré combien de temps? Ça a modifié quelque chose? Alors, il n'y a pas eu de parole, contrairement à certaines expériences chamaniques où j'ai entendu des... Tu les voyais? J'ai entendu des choses, oui. Oui, j'avais une vision, mais je n'avais pas de voix par contre. C'est plus tard, lors de certaines expériences chamaniques, que je savais que c'était pas ma pensée, quoi, que c'était quelque chose qui m'était dit, quoi. Ah non, c'est impressionnant parce que tu fais vraiment la différence quand ça arrive, hein. Et tu te dis pas je suis fou, parce que tu sais bien que c'est quelque chose d'intelligent, de bienveillant. Moi jusqu'à maintenant j'ai eu de la chance, franchement. Sauf une fois, mais en même temps j'étais quand même protégé, je suis jamais tombé sur un truc négatif. Tu sais, ils vont te dire, ils vont combattre des esprits négatifs, des démons, des machins. Je me méfie toujours des gens qui sont trop là-dedans, parce que bon bref. Je ne sais pas quelle est la part du psychique et la part du spirituel. Parce que pour moi, le spirituel, tel que je l'ai vécu et tel que je le comprends, c'est extrêmement positif. Quand on dit Dieu est amour, et l'univers est un champ unifié, plein d'amour, lumière, joie, j'en passe, connaissance et sagesse, etc. Moi, c'est comme ça qu'il s'est manifesté jusqu'à maintenant à moi. Sauf une fois, mais en même temps, c'était super, pendant une séance d'ayahuasca au Pérou, où il m'a été donné de voir le côté sombre, quoi, des choses. Vraiment très sombre, et même une sorte de piège qui m'était tendue, etc. Et quelque chose ou quelqu'un, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a plus, c'est pas, tu vois pas une personne, m'a aidé en me disant, fais pas ça, tac, et je l'ai pas fait, voilà. Et je pense, bon, moi je l'ai vécu comme ça intuitivement, que c'était un truc à pas faire, et heureusement qu'on m'a dit de pas le faire, quoi. Mais autrement, j'ai vu aussi des esprits rampants, agressifs et tout, qui disparaissaient quand les chamans commençaient à chanter des Icaros, quoi, des chants sacrés, et que la lumière sortait de leur tambour et les repoussait. Ça, je l'ai vécu, je l'ai vu, j'ai senti. Enfin, ça, pour moi, c'est aussi réel que la réalité, si tu veux. Donc c'est plus tard. Mais quand j'étais en présence de cette entité angélique, j'étais surtout en présence de ce que les gens qui font l'expérience de mort imminente vivaient, c'est-à-dire la lumière, de l'amour, la bienveillance, comme, je sais pas, une sorte de super parent aimant, quoi, qui est là et qui est juste là à tes côtés et qui t'es bien avec lui, t'as envie de te blottir contre lui, quoi. C'est plutôt ça, quoi, en fait. Olivier, j'ai une question. Est-ce que tu préconises la pratique du chamanisme à tout le monde, ou est-ce que justement tu aurais des préconisations à donner? Est-ce qu'il faut un certain état d'esprit pour la pratique du chamanisme? Quel est ton avis sur la question? Le chamanisme tel qu'il est enseigné aux Occidentaux, c'est-à-dire soit par... Il y a 2 principales écoles en France, tu as la FSS, Foundation for Shamanic Studies, et puis tu as l'école Nature, Conscience et Chamanisme, pardon. C'est les 2 principes. Enfin, moi, je trouve, ayant vécu beaucoup de choses, c'est les principales, les plus sérieuses, celles qui donnent l'enseignement le plus global, le plus cohérent, le plus protégé dans le sens... ils font quand même gaffe à ce que les gens... que ce ne sont pas des gens qui sont pré-psychotiques ou psychotiques qui arrivent avec leur délire, parce que là, ils perturberaient tout le groupe et ça ne servira à rien, quoi. Ils sont déjà trop hors de leur corps et trop hors de la réalité. Alors que les chamans, ils apprennent justement à entrer en état modifié de conscience quand ils veulent et en sortir quand ils veulent, à maîtriser ça. Donc j'ai jamais vu quelqu'un au cours des multiples stages de chamanisme que j'ai fait ou de multiples passages avec des chamans décompenser complètement, ou s'il a décompensé, il aurait pu décompenser en buvant de l'alcool ou en ayant un accident de la route, ou c'est-à-dire des gens qui étaient tellement fragiles que de toute façon n'importe quoi, une rupture amoureuse, ils auraient fait décompenser. Donc on ne peut pas attribuer ça au chamanisme. Mais le chamanisme tel qu'il est pratiqué maintenant, le néo-chamanisme en France ou ailleurs, dans les pays occidentaux, il n'est pas dangereux, tout le monde peut le faire. Après, tout le monde n'aura pas l'appétence pour. Tous les chemins mènent à Rome, mais il y a des chemins différents qui mènent à Rome. Je ne veux pas dire à tout le monde de faire du yoga, pas tout le monde de faire du qigong ou n'importe quoi, mais trouvez, vous, ce qui parle le plus
à votre âme, qui a envie de s'incarner, d'éprouver la joie de vivre dans votre corps. C'est quoi qui va lui donner le plus envie de vous contacter, par biais d'intuition, de synchronicité, de rêve, par les animaux. Trouvez votre voie, quoi, c'est tout, votre voie personnelle. Il y en a plein maintenant, il y a une telle offre maintenant, qu'on va pas dire aux gens, faites ceci ou faites cela, c'est à eux d'essayer. Après, il ne faut pas faire du tourisme spirituel, c'est-à-dire rester superficiel et aller faire un stage de ceci, puis de cela, puis de façon incohérente, et puis jamais entrer dans une voie. Il y a un moment, tous les gens qui sont dans la spiritualité, ils trouvent une voie qui leur convient et ils creusent un peu.